Et bonsoir tout le monde. Bienvenue chez Crafter Lyonnais. Donc ce soir on a le plaisir de recevoir Sepper. Donc Sepper, on l'a déjà rencontré il y a quelques années. En fait on avait fait un forum ouvert DDD entre la communauté iranienne et la communauté lyonnaise. Donc, parce que Sepper a créé la communauté DDD iranienne entre autres. Je sais pas si tu es tout seul ou avec des coéquipiers. En tout cas, voilà. Donc ce soir, il va nous parler de refactoring, comment rendre notre code meilleur et avec des techniques en se basant sur les tests pour pas faire n'importe quoi, éviter les régressions. Donc, c'est peur, je te laisse te présenter. Et puis après, tu démarres quand tu veux. Et en tous les cas, n'hésitez pas à remonter vos questions dans le chat au fur et à mesure. On les posera au fil de l'eau. Comme ça, on interrompra. On lance un talk, je crois que tu as déjà fait ces peurs en une cinquantaine de minutes. Là, on a le double de temps, donc on aura tout le temps de répondre. Allez, à toi. Bonjour à tous. Alors, je vais partager du coup mon écran. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran qui est partagé? Oui, C'est bon. c'est bon? OK. Donc, bonjour à tous. Merci Nolwenn pour la présentation. Bienvenue à notre session de refactoring avec le pâté en sandwich euh, que je vais vous présenter ce soir. Donc, c'est une présentation que, comme disait Nolwenn, j'ai fait à plusieurs reprises. La première fois, c'était à DDD Europe en 2021. Et puis, j'avais l'occasion de le présenter chez Alpcraft, Shodo, Explicity, l'école supérieure génie informatique en différentes langues. Et aujourd'hui, on est dans le contexte, et je dis bien contexte pour vous faire penser à des bandes de contexte. On est dans le contexte de Software Crafters Lyon. Comme on est entre crafteux, il y a peut-être certaines notions où je ne vais pas aller en détail. Pourquoi? Parce que je peux considérer que vous les connaissez. Si jamais ce n'est pas le cas, tout simplement, n'hésitez pas à m'interrompre pour que je vous explique des choses, pour que j'aille plus en détail. Il n'y a aucun mal à poser des questions. Donc, comme Nolwenn vous disait, j'ai créé avec 4 autres personnes la communauté DDD Iran. Sauf que depuis il y a 2 mois, on a arrêté toute l'activité de cette communauté à cause de tout ce qui se passe en Iran. Ce talk-là, je vais le dédier à toutes ces personnes-là qui sont mortes pendant la révolution qui est en train de se passer, surtout les enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui se sont fait tuer. Et puis voilà, si jamais vous n'étiez pas au courant, une petite information sur notre communauté qui est en suspens aujourd'hui. Ce talk-là, il est inspiré par 3 personnes. Donc, tout d'abord, Vladimir Rolikov. Il a un excellent blog où il parle du DDD, du craft. Donc, tout simplement, je vous invite à le suivre, à lire ses articles. Il est vraiment génial. Dorian, donc une amie à moi. La première personne qui m'a parlé du pâté en sandwich, c'était Dorian. Donc, c'est la raison pour laquelle vous voyez sa photo. Et Gabriel Tondi. Donc, Gabriel, il a fait un kata qui s'appelle Teldon Task. Et je me suis inspiré de ce kata pour faire ce talk qu'on va découvrir ensemble. Donc, je m'appelle Seper. Je suis développeur techno-agnostique, ça veut dire que je m'intéresse à tous les sujets qui ne sont pas un lien direct avec une technologie comme l'agilité, comme le craft, DDD, clean code, voilà. Même si je code souvent Java, c'est le langage que je maîtrise mieux, mais en aucun cas je suis fermé sur d'autres types de technologies ou d'autres paradigmes de programmation. Aujourd'hui, je travaille chez Shodo.
Donc une petite information aussi sur Shodo. On va bientôt ouvrir une agence à Lyon. Comme aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire partie de cette super communauté Software Crafters Lyon avec des gens qui sont vraiment très brillants. Je les ai côtoyés et surtout très motivés parce que vous organisez des événements très souvent et vous gardez en vie votre communauté. C'est vraiment génial. Je vous félicite. OK. Quel est le problème de quasi tous les développeurs aujourd'hui? Le problème, c'est quoi? C'est que souvent, on est face à un code legacy, donc un code qu'on a hérité de d'autres personnes. Donc voilà, il y a plusieurs développeurs qui sont arrivés sur le code, chacun a ajouté sa partie. Très très souvent, ce code-là, il n'est pas testé. Et bon, parfois on a un peu de chance, il y a un peu de test, mais souvent c'est pas le cas. Ce code, il est souvent procédural. Donc, même si on utilise des langages de programmation avec des paradigmes euh, spécifiques comme l'orienté objet ou fonctionnel ou autre, souvent, les développeurs, ils ont tendance à écrire leur code de manière procédurale. Donc, un enchaînement d'étapes et un anti-pattern qu'on appelle le God service, des services qui sont énormes avec des dizaines de milliers de lignes où ils font tout. Donc souvent on a ce problème-là de code procédural et par conséquent un code procédural fait qu'on a des objets de domaine qui n'ont pas de comportement, il n'y a que des getters et setters avec plein de champs. C'est des objets qu'on appelle des objets anémiques. Et puis un jour, on vient nous dire, ce sandwich-là qui est présenté à votre droite, ajoutez un nouveau feature. Donc là, c'est le début des problèmes. Alors, c'est quoi la ligne où je dois trouver pour ajouter mon if? Voilà, c'est le problème de beaucoup de développeurs aujourd'hui, notamment mes problèmes à moi. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que ce code procédural qui est long devient un code centré sur le domaine métier. On espère qu'on peut trouver des objets métiers avec des comportements, justement, pas que des getters et setters, voire on va enlever tous les getters et setters. Et on va mettre en place des tests, parce que sans les tests, c'est très difficile de refactorer les choses. Alors, pendant ce talk, j'aimerais que ce soit pas moi qui parle tout le temps. J'aimerais qu'on ait un échange. C'est important pour moi. Et je vais commencer cet échange-là par poser une question. OK, vous êtes dans ce cas-là, vous êtes face à un code qui est procédural, que vous avez du mal à le comprendre et à l'apprendre. Ce code, il n'est pas testé. Par où vous allez commencer? Est-ce que vous avez des idées? Qu'est-ce que vous allez faire dans ces conditions? Donc, vous pouvez ouvrir vos micros ou envoyer des messages dans le chat. Donc on a Colin qui propose d'encapsuler les types primitifs, The Dark Body de faire des tests end-to-end, Colin encore faire des packages autour d'une feature, Klaup isoler un bout. Après, on a Cactus Libidineux qui dit mettre des tests, même moches, sur ce qui existe déjà. Après, Romain lui propose toujours pareil d'encapsuler les types, préparer un Golden Master. OK. Potédéo d'isoler des blocs commentés. Andonarine propose un test qui observe ce que l'existant fait avec des jeux de données d'abord au pif. Si là-haut écrire un texte d'acceptation, Antarius 174 de faire des approval tests. OK, donc on part tout le temps dans des solutions en fait. Et ça c'est quelque chose qu'on doit apprendre à le corriger, qui va très bien avec l'approche DDD, Domain Driven Design,
où on a deux espaces complètement séparés. On a l'espace de problème, où on a un problème à résoudre, où on a un problème à apprendre. Et ensuite, on a l'espace de solution. Donc ça, c'est pareil. Euh, ça, c'est quelque chose qui est propre aux développeurs. On veut tout de suite penser à une solution. On veut tout de suite proposer une solution technique. Pourquoi? Parce que nous, on adore la technique. Sauf que la première chose à apprendre, c'est de découvrir le métier. Le métier, il parle de quoi? Quelles sont les règles métier? Quel est mon domaine? Quel est mon problème? Et ensuite, en fonction de ça, on peut bien évidemment parler de toutes ces solutions formidables que vous avez proposées. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose que je voulais absolument appuyer là-dessus. Là, par exemple, je suis chez mon client qui est aujourd'hui Canal+. Je suis arrivé début septembre. Là, on est fin novembre. J'ai même pas codé une seule ligne de code. Tout mon temps a été dépensé jour pour jour à aller voir différentes personnes métiers, apprendre le métier. Et je suis toujours en mode apprentissage. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Donc, comment on peut connaître le métier? Comment on peut l'apprendre? Il y a différentes manières de faire. Soit vous êtes chanceux, comme moi aujourd'hui chez Canal, vous avez des experts métiers à votre disposition. Donc, vous pouvez aller voir différents types de personnes, différents experts métiers, leur poser des questions et apprendre le métier. C'est qui un expert métier? C'est quelqu'un qui a les réponses. Donc, ce n'est pas forcément un manager ou un architecte ou un dev. Ça n'a pas un lien avec un rôle, mais ça a un lien avec les connaissances métiers. OK? Donc, ces personnes-là qui ont des connaissances, on va les voir, on leur pose des questions et on apprend le métier. Si vous n'avez pas cette chance d'avoir les experts métiers, peut-être qu'il y a des bouts de doc quelque part. Vous pouvez commencer par là. Si vous n'avez pas de chance, vous pouvez peut-être avoir quelques tests qui sont écrits sur votre système. Si vous n'avez encore pas de chance, ça m'est déjà arrivé, vous allez être obligé de lire le code. Ok, moi, ça m'est arrivé de passer des semaines à uniquement lire le code, juste pour comprendre comment ça se passe, comment les choses se passent dans le système. Parce que tout simplement, j'avais personne, tous les sachants métiers étaient partis. Voilà. Ok, donc imaginons. Il y a Cactus Libidineux qui nous demande c'est rentable de passer 3 mois à apprendre le métier sans écrire une ligne de code? Oui, c'est très rentable. Pourquoi? Parce que si tu te trompes là, maintenant, tout de suite, dans un concept, si tu te rends compte maintenant que un concept que tu pensais avoir compris, tu l'as mal compris. OK? Donc, tu n'es pas encore en phase d'implémentation, tu n'as pas encore implémenté tes tests, tu n'es pas encore allé en intégration, en recette, en prod. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on part tout de suite dans la solution, on pousse le code jusqu'au prod. En prod, on se rend compte, en fait, non, c'est pas ça qu'on voulait. Et là, revenir en arrière, étape par étape, environnement par environnement, ça nous coûte très, très cher. Euh, euh, et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire un event storming. Quand vous faites un event storming, vous travaillez qu'avec les post-it. OK? Vous vous trompez sur un post-it. Vous êtes en phase d'apprentissage de métier. Vous vous trompez sur un post-it. Le coût, c'est 0. Je prends le post-it, je le balance, je crée un autre post-it qui le corrige. OK? Ça m'a pris combien de temps? 1 seconde. Par contre, si j'ai pas fait cet exercice-là, que je suis allé en prod avec mon code et que maintenant je suis obligé de revenir en arrière, ça me prend pas 1 seconde, ça va me prendre des semaines. Donc, prendre le temps pour apprendre le métier, ça vaut absolument le coup par rapport à partir tout de suite dans la solution. Et tu dis Est-ce quoi que aux j'ai clients bien pour le répondu à ta rassurer à ce question? niveau-là, de le temps d'apprentissage? Comment? Comment tu rassures le client pour le temps d'apprentissage? Alors, souvent, le client, il vient avec un problème qu'il a identifié.
et tout simplement, moi, je leur explique ma manière de faire. Je dis, si vous voulez qu'on travaille ensemble, j'ai besoin de comprendre et apprendre votre métier. Souvent, quand je commence par cette phrase-là, ça plaît aux clients. Et en fait, il suffit juste d'expliquer à vos clients pourquoi vous faites ça, de les convaincre, en quoi ça va les aider, en quoi ça va leur faire gagner du temps et de l'énergie, de l'argent. Et à partir de ce moment-là, les clients, ils sont pas cons, ils voient que vous voulez les aider et ils acceptent. Est-ce que j'ai répondu à la question? Bon, je pense que oui. Derrière, Cloud demande ton rôle du coup sur le projet, t'es plutôt quasiment une casquette de dev ou d'architecte ou consultant? Alors, j'ai un casquette de facilitateur. D'accord? Je travaille avec toutes. Là, j'ai 6 équipes. Non, j'ai 9 équipes avec lesquelles je travaille. Et mon rôle, c'est le facilité de changement pour ces équipes-là, de faire en sorte qu'ils comprennent bien le domaine métier, le besoin métier. Et à partir de ce moment-là, je les accompagne dans leur dev pour qu'ils puissent aussi produire un code de qualité. Mais toujours, la première étape, c'est de bien comprendre le besoin métier. Et on prendra le temps qu'il faut pour faire ça. Qui est encore là. C'est bon pour cette question? Après, il y a une autre question, on peut toujours un peu dans cette thématique-là, c'est est-ce que tu serais tenté, est-ce que c'est une mauvaise tentation ou pas d'utiliser les premières connaissances du métier pour les jeter rapidement dans le code pour voir comment ça réagit ou faut vraiment un peu, après, je pense que c'est une question de la volonté de l'équipe et l'environnement du projet. J'ai pas très bien compris la question. Donc je vais la relire en fait. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à utiliser dans le code, les tests, les premiers apprentissages du domaine assez tôt, au bout de quelques jours, D'accord. dans l'idée de valider ce qu'on a compris et appris ou de... Alors, une fois que vous comprenez le problème, vous devez modéliser une solution. D'accord? Cette modélisation peut se faire via des tests, ça peut se faire via le code, ça peut se faire sous forme des schémas que vous tracez sur un bout de papier. D'accord? Ça, c'est une approche qui est totalement valide. Mais tant que vous n'avez pas compris quel est le problème, vous ne pouvez pas proposer des solutions. Ou si vous proposez des solutions, c'est des solutions qui souvent n'aident pas à 100% le client. Il aide un petit peu, ces solutions-là, elles aident un petit peu, mais peut-être que vous n'attaquez pas le corps du problème. Alors, du coup, dans le cadre de notre kata qu'on veut faire ce soir, moi j'ai trouvé mon expert métier et je vais lui demander qu'est-ce que le système doit faire. Et bien sa réponse c'est As a human resource, I want to find an available recruiter according to my candidate availabilities who can test my candidate. Okay? Ça, c'est son cas d'utilisation. Donc, c'est un ressource humaine. Il a des entretiens à planifier. Donc, il a besoin de trouver un recruteur pour ses candidats en fonction de la disponibilité de ces candidats. OK? Et c'est là où je vous disais, quand vous voyez votre expert métier, il faut lui poser des questions. OK? Et dans cette phrase-là, selon vous, qu'est-ce qui n'est pas clair? Sur quoi je pourrais poser des questions? Aucune idée? Ça parle de Potédéo dit tout, Sydney le Who can test, Colin à peu près chaque ligne, Potédéo c'est quoi find, ce dark body est candidate availability, Potédéo according to,
C'est ça. C'est ce genre de questions qu'il faut poser. C'est quoi les disponibilités de candidats? Donc là, la réponse, ça sera en fait, on organise tous nos entretiens entre 18h et 20h, et donc c'est juste des jours, d'accord? Donc ça, c'est une bonne question qui a été posée. La notion de who can test, ça veut dire quoi who can test? Et là, il va vous répondre, bah, ça veut dire que le recruteur couvre toutes les compétences de mon candidat. À partir de ce moment-là, je considère que le recruteur, il peut tester le candidat. D'accord? Et c'est comme ça, en fait, que petit à petit, on découvre des règles métiers qui sont implicites, qui n'ont pas été explicites, qui n'ont pas été exprimées par l'expert métier. Les choses sont souvent tellement claires pour les experts métiers qui se disent, ben, en fait, ça, je vais pas l'expliquer aux devs. C'est sûr et certain qu'ils savent déjà ce qu'ils doivent faire. Ok. Sauf que ce n'est pas le cas. C'est là où il faut vraiment, vraiment, vraiment utiliser le temps limité qu'on a pour poser des questions. Encore une fois, vous avez des exercices comme Event Storming qui favorisent le questionnement. Donc, c'est les moments où on doit maximiser nos chances pour avoir le maximum de réponses par rapport à nos questions. Donc ça, c'est la deuxième chose sur laquelle je voulais appuyer. Quand vous êtes en train d'apprendre un domaine métier, il faut aussi poser un maximum de questions pour obtenir le maximum d'informations. OK. Allons voir. Encore une fois, vous pouvez m'interrompre quand vous voulez. Hein. Allons voir un petit peu le code. Donc, je vous ai préparé deux repos, un en Java et un en C#. Donc, comme je vous disais, bah, moi, j'ai un peu plus de facilité avec Java. Donc, je vais vous montrer ce soir un code Java, mais c'est quasiment pareil avec le code C#. Donc, je vais cliquer là-dessus. Voilà. Donc, ça, c'est le repo. Vous pouvez cloner ce repo-là. Vous allez voir, je vous ai préparé plusieurs branches. Donc, on a ce kata-là, il est composé de 7 étapes. Donc, vous avez des branches qui commencent par step 1, step 2 et step 3. Ça, c'est la partie que vous devez résoudre. Et on a, en fonction de ça, des solutions. Donc, si après le live de ce soir, vous avez envie de faire ce kata par vous-même, tout simplement, vous pouvez check-outer le step 1, faire le step 1. Si vous n'arrivez pas, vous pouvez regarder la solution, passer à step 2, et ainsi de suite jusqu'à la fin. De notre côté, pour ce soir, je vous ai préparé une branche qui s'appelle Software Crafters Lyon sur le même repo. Donc, à partir de ce moment-là, chaque étape que je code, enfin que nous allons coder tous ensemble, je vais faire un commit. Donc, vous allez vous retrouver avec quelque chose comme ça, step 1, step 2, step 3, jusqu'à step la fin. Dans cette branche Software Crafters Lyon. Donc, le code qu'on va faire ce soir ensemble, vous allez aussi le retrouver sur ce repo. Très bien. Donc, moi, j'ai déjà cloné ce code-là. Ça ressemble à ça. Donc, je vais fermer la partie test. Dans mon main, j'ai un package Java. Et sous mon package Java, j'ai 4 packages, l'exposition, infrastructure, modèle et use case. C'est la décomposition que je fais souvent pour mes packages. Je vais commencer par la couche modèle, par ce package modèle. On va regarder un petit peu ce qu'on retrouve là-dedans. Au niveau des slides aussi. OK. Donc, j'ai des objets, j'ai 3 objets. Donc, un candidat, un interview et un recruteur. Donc, le candidat, c'est quoi? C'est une liste de compétences et un nom. Ensuite, c'est que des getters et des setters. Donc, quand je vous parlais d'objets anémiques, ça, c'est un exemple. Juste des propriétés, juste des getters et setters.
et sans comportement. Ok. Comportement, bon. La classe recruteur, la même chose. J'ai un identifiant de recruteur, une liste de compétences, une liste de disponibilité et un nom. Encore une fois, cette classe, elle est anémique parce qu'il contient que des getters et des setters et pas de comportement. Comportement, c'est juste des méthodes qui, qui changent l'état de vos objets, qui contiennent des règles métiers. Voilà, c'est ça qu'on appelle le comportement. Et j'ai une classe interview. Donc mon interview, il est composé d'un candidat, d'un recruteur et une date qui est la date de l'entretien. Et encore une fois, c'est une classe anémique parce que pour les mêmes raisons. Dans mon package modèle, j'ai aussi 3 repositories. Donc le candidat repository, c'est une abstraction. Ça me permet de passer un identifiant de candidat et récupérer un candidat. J'ai le interview repository. Elle a une seule méthode, encore c'est une abstraction. Je lui passe un entretien et il me sauvegarde cet entretien. On ne sait pas où, peut-être dans une base de données, peut-être dans un fichier, peut-être sur le cloud, on ne sait pas. Et ça ne nous intéresse pas. Et finalement, le recruteur repository. Le recruteur repository, c'est un petit peu différent. J'ai 2 méthodes. La première, c'est find recruiter by availability. Donc, je lui passe une date et il me retourne une liste de recruteurs qui sont disponibles à une certaine date. Et j'ai une autre méthode qui est book availability. Donc, je passe en premier paramètre un recruteur et une date. Et ce qui fait cette méthode, c'est que, par exemple, ce soir, je veux planifier un entretien avec le recruteur qui s'appelle Alex. Donc, je passe Alex en paramètre, je passe la date de ce soir. Et donc, parmi les disponibilités de Alex, on va supprimer cette date-là. Comme ça, voilà. Comme ça, on a réservé son emploi du temps. De telle manière, on ne peut pas avoir 2 candidats qui arrivent en même temps pour un même recruteur. Encore une fois, si les choses ne sont pas claires, n'hésitez pas à poser des questions. Je vais dans la couche Use Case. Je vais vous montrer donc la seule classe, donc le seul cas d'utilisation qui est planifier un entretien. OK? Ici, on voit que les 3 repositories dont on a parlé ici, ce sont des injections de dépendance que je fais via le constructeur pour pouvoir les utiliser. Cette classe-là a une seule méthode qui s'appelle plan, donc pour planifier un entretien, et il me retourne en sortie un objet entretien. En paramètre, il prendra un identifiant de candidat et une disponibilité. Donc, imaginez un candidat au téléphone qui appelle un RH, dit oui, je suis le candidat qui s'appelle Seper et je voudrais un entretien donc pour ce soir. Donc, j'ai l'identifiant de mon candidat, j'ai la date de disponibilité et grâce à ce système-là, je peux obtenir un entretien. Allons voir un petit peu les différentes étapes de planifier un entretien. Donc, la première ligne, c'est ce repository candidat que j'appelle en passant l'identifiant de candidat. L'idée, c'est de récupérer toutes les infos du candidat. Ensuite, je vais demander les compétences de mon candidat que je vais mettre dans Candidate Skills. La ligne 26, j'ai plusieurs recruteurs. En fonction d'une date que je vais passer à la méthode Find Recruiters by Availability, je vais récupérer une liste de recruteurs. Donc là, j'ai les compétences de mon candidat, j'ai la liste de mes recruteurs. Et dans cette méthode-là, je viens de regarder sur les recruteurs qui sont disponibles, lequel couvre les compétences duquel couvre les compétences de mon candidat. C'est exactement cette règle métier-là
qui est ici. The recruiter should cover all candidate skills. C'est cette ligne-là. Je trouverai le premier dans la liste et ça sera mon recruteur pour l'entretien de ce soir. Si jamais je trouve personne, j'envoie une exception. Et puis, une fois j'ai trouvé ou pas trouvé, une fois j'ai trouvé le recruteur, à ce moment-là, je vais booker, je vais réserver sa disponibilité. Ça, c'est la méthode que je vous ai expliquée tout à l'heure, pour que deux personnes n'arrivent pas ce soir pour le même recruteur. Ensuite, tout simplement, je crée un objet interview que je vais enregistrer quelque part, et puis je retourne cet objet-là à l'appelant, donc le système de gestion des entretiens à mon RH, et puis mon cas d'utilisation est terminé. Okay. Là, je te remonte quelques remarques du chat. Ils trouvaient la qualité de tes modèles trop élevée pour du legacy. J'ai trop orienté un petit peu une orientation DDD, mais après, quand ils ont vu ton plan d'interview, ils étaient satisfaits de la médiocrité du code. Ok, très bien. Alors, passons à la première étape de notre kata. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de refactorer ce kata. On a dit, on a un objectif. Donc, on a ce sandwich-là, qui est gros, qui est moche, et on veut faire quelque chose qui est clair, qui est testé, qui est centré sur le domaine. Donc, on veut refactorer le code. Refactoring, ça veut dire quoi? Ça veut dire changer la structure du code sans changer son comportement. OK? Comment je peux m'assurer que en changeant une ligne de code, je ne change pas le comportement de mon code? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons, si ce candidat, je vais le renommer à Dupont. OK? Qu'est-ce qui me garantit que là, je n'ai pas créé un bug? Et souvent, ce qui se passe, donc encore un bad practice chez certains développeurs, c'est qu'ils commencent à faire ce genre de changement de structure, sans avoir un feedback instantané sur ce qui change. Donc, et ce feedback, ça peut être des tests. Je peux avoir des tests qui tournent tout le temps, et dès que je fais un changement, je peux les lancer, je peux vérifier si ça y est, c'est bon, j'ai pas cassé mon comportement, donc je peux continuer, ou j'ai changé le comportement de mon système, et donc à ce moment-là, je dois rollbacker, revenir en arrière. Ça m'est arrivé, quand j'étais un peu plus jeune, de perdre un jour de travail parce que je pensais que mon refactoring, c'était trop basique, que ça n'allait pas casser quelque chose, qu'à la fin de la journée, j'ai juste découvert que j'ai fait un bug et j'étais obligé de revenir en arrière. C'est des choses qui se passent quand on n'utilise pas les tests. OK. Sauf que... On a une question, ça, pour toi, quand tu appelles instantané sur le retour, sur le feedback, pour toi, c'est qu'est-ce qui est la durée acceptable? Alors, ça dépend du type de test. Si on parle des tests unitaires, je veux que ce soit sous une seconde. Si c'est des tests d'intégration, peut-être que on peut être un peu plus tolérant. Les tests d'acceptance un peu moins bien, un peu moins, ça sera entre les tests d'intégration et les tests unitaires, mais ça doit être très rapide quand même. Et les tests end-to-end, ça peut durer des jours. Je fais un exemple chez Vente Privée, les tests end-to-end, ça dure un jour. Parce que le matin à 7 heures, on a un paquet qui est le paquet de test, donc il faut le biper. Et c'est ça qui valide tout l'enchaînement du travail, du packaging, de livraison et tout ça, qui s'est passé 24 heures avant. Donc les tests de end-to-end, ça peut être vraiment très très long. Mais là, aujourd'hui, on est dans le cas des tests d'acceptance. Donc, ouais, sous une seconde ou à peu près dans ces eaux-là.
OK. Par contre, il y a un problème avec les tests. C'est quoi? C'est que écrire les tests, ça dure trop longtemps et c'est super fatigant. C'est chiant d'écrire les tests. Et je suis d'accord avec vous. Mais est-ce qu'il y a une solution? Oui. Donc, allons écrire un test pour savoir pourquoi c'est chiant. Donc, j'ai un package test ici. Ah, bah génial. Il y a quelqu'un qui écrit des tests pour moi. Ouvrons le test. Eh ben, pas de chance. Il fait rien, il fait rien le test. Alors, juste au niveau du nommage, j'aime bien ne pas appeler mes classes de test quelque chose test, mais quelque chose should. Pourquoi? Parce que ça me permet de me concentrer sur le comportement de mes tests et pas sur des notions techniques. OK. Bon, au moins j'ai ce test-là, je peux lancer pour voir si j'ai un environnement testable ou pas. Et oui, oui, donc on a un environnement testable, donc ça c'est quand même pas mal. Allez, allons écrire le premier test, ou enfin le seul test dont on a besoin. Donc le cas d'utilisation, c'était quoi? Encore une fois, c'était ça. Le recruteur doit, pardon, le cas d'utilisation, c'est que je dois trouver un recruteur pour mon candidat pour planifier un entretien. D'accord? Tous les raccourcis de clavier que je fais, vous allez les voir apparaître ici en bas. Ok? Donc là, par exemple, je veux créer un test. Vous allez voir tout ce que j'ai tapé ici en bas. Donc, comment je vais appeler le test? Plan interview should find a recruiter for my candidate. Ok, ça c'est mon cas d'utilisation que je veux tester. Ce test-là, j'en ai plus besoin, donc je peux le supprimer. Alors, vous savez très bien que chaque test, il est composé de 3 parties. La partie given, où on donne le contexte, la partie when, où on fait une action, et la partie then, où on vérifie un résultat. Quel est mon contexte? Mon contexte, c'est ce cas d'utilisation, plan interview que je veux tester. Donc, plan interview, je vais créer une instance. À cette instance-là, je dois injecter des repositories. Donc, les repositories, je vous les crée. Hein. On va les voir tout à l'heure ensemble. Donc, fake candidate, fake, alors il faut faire un new, hein. Fake candidate, fake recruiter et fake interview. OK. Ça, c'est mon contexte. Donc, je vais créer une variable pour ça, pour cette instance-là, qu'on appelle plan interview. Allons jeter un œil dans ces classes fake. Donc, je vais commencer par fake candidates. Comme vous pouvez constater, c'est une implémentation de mon repository. Donc là, c'est candidat repository, c'est cette classe-là. C'est une abstraction, donc je l'implémente. Et ça va jouer, si vous voulez, le rôle d'une base de données pour moi. Okay. Ici, imaginez, on a une base de données clé-valeur. Donc, ce premier paramètre, c'est l'identifiant de mon objet. Et cet objet candidat, c'est la valeur affectée, c'est l'objet affecté à cette valeur-là. Donc, dans le constructeur, tout simplement, j'alimente cet objet candidat. Donc, par exemple, j'ai un candidat qui s'appelle Alex, qui a l'identifiant 1, 2, 3, et qui a ces compétences-là, donc qui sait faire du .NET, Java, PHP, tout ça. J'ai aussi Bob. Bob, il est 4, 5, 6 et il connaît JS. Et j'ai Kim qui connaît Ruby et son identifiant, c'est 7, 8, 9. Okay. Et donc, là, cette méthode-là, find by ID, c'est la méthode qu'on doit implémenter, c'est cette méthode-là. Qu'est-ce que je fais? Tout simplement, bah, je retourne, en fonction d'un identifiant, je retourne l'objet candidat correspondant. Okay. En quelque sorte, je suis en train de simuler une requête SQL que je fais à ma base de données. Sauf que on est en train
de tester notre application, nos tests ne doivent pas dépendre d'un système externe, ils ne doivent pas dépendre d'un fichier. Je dois pouvoir les lancer sans avoir besoin de quoi que ce soit. C'est pour ça que je fais cette implémentation-là et que je le mets côté test parce que ces classes-là ne concernent que mes tests. Et Allons voir. Oui, une question qui est remontée, c'est pourquoi avoir des implémentations fake au lieu de mock? c'est pareil. Alors, euh, si je devais faire des mocks, je devais potentiellement passer par une librairie. Et tout simplement, j'avais pas envie. J'avais envie vraiment avoir la main sur mes objets. Et ces classes fake que j'ai fait, c'est aussi une sorte de mock. C'est juste que enfin, je les ai fait à la main. Si je vais dans la classe, alors, on va passer. Alors, le fake interview, c'est une méthode safe. J'ai rien mis dedans. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse pas à cette étape-là de savoir comment mon objet interview il va être enregistré. Donc, elle est complètement vide, cette classe. Et puis, la classe fake recruiters, où on a un peu plus de choses. Donc là, c'est mon constructeur. Donc encore une fois, cette fois, j'ai une liste de recruteurs. Par exemple, j'ai une recruteuse qui s'appelle Emma, qui sait faire du JS et PHP. Son identifiant, c'est 001 et elle est disponible le 20 février 2021. De même pour Marie, donc elle connaît tout ça et elle est disponible le 20 et 22 et son identifiant, c'est 002. Et finalement, on a John qui connaît tout ça, qui est disponible le 20 et qui a l'identifiant 003. Pareil, je simule ma base de données au niveau de mes candidats. OK, maintenant qu'on a notre contexte, on va voir quelle est l'action qu'on doit faire. Donc, si je prends mon contexte qui est Plan Interview, j'ai une seule méthode à appeler là-dessus, ça s'appelle Plan. Il prend en paramètre un identifiant de candidat. Donc, si vous voulez, on peut aller dans cette classe-là. On peut par exemple prendre Alex. Hop. Et une date. Donc, je vais aller dans les recruteurs et je choisis hop, cette date-là. C'est au hasard hein, que je choisis ces choses-là. Et ça va me donner un Planet Interview, un entretien planifié. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans la partie DN? On va vérifier que je vais utiliser la librairie Assertj. Assertions, assert that, cet objet Planet Interview. Is equal to expected interview. Et maintenant, je suis obligé de créer cet objet expected interview, qui est un objet interview. Hop, égale new interview. Alors, pourquoi j'ai fait tout ça? Pour vous montrer à quel point écrire les tests, c'est chiant. J'ai écrit tout ça et je n'ai en plus, je ne l'ai pas fini. Et parce que là, je dois dire mon expected interview, je dois lui citer des choses, c'est quoi le recruteur que j'attends et tout ça. C'est très chiant. Ça prend du temps. Ça, c'est qu'un seul cas de test. Je dois peut-être faire une dizaine de cas de tests pour pouvoir m'assurer que mon système il est bien testé. Là, je vais vous proposer une solution alternative qui s'appelle les approval tests. Ok, les approval tests, c'est très rapide à écrire, c'est très facile à apprendre, c'est multiplateforme, donc vous pouvez l'utiliser sur différents langages de programmation. C'est très compact, vous allez voir, je vais écrire une seule ligne de code et cette seule ligne de code va couvrir tous mes cas métiers. C'est basé sur le principe de Golden Master. Donc, encore une fois, on est dans le contexte de Craft. Je ne vais pas entrer dans le détail de Golden Master. Mais si vous ne connaissez pas le principe, dites-le moi pour que je vous l'explique. Les inconvénients de Approval Test, c'est que
on l'utilise uniquement avant le refactoring. Une fois le refactoring est terminé, l'approval test, il perd son sens. Pourquoi? Parce qu'après le refactoring, on va commencer à probablement changer le comportement de notre système. Et donc, forcément, les tests, ils vont plus être bons. Donc, à côté approval test, il faut mettre en place d'autres types de tests pour qu'on garantisse la cohérence des comportements du système. OK. Donc, allons à cette première étape, allons mettre en place l'approval test. Donc, si je tape, si j'ouvre mon Google Chrome et que je vais taper approval test, le premier lien sur lequel je tombe, c'est le site d'approval test. Si je vais dans plateforme, vous allez voir tous les langages qui sont aujourd'hui supportés par approval test. Donc nous, dans notre cas, c'est Java, je vais là-dedans. Je tombe sur cette repo Git qui m'aide à démarrer avec approval test. Et pour commencer, je vais télécharger. C'est pas ça que je voulais. Voilà. Je vais ajouter la dépendance Maven parce que j'utilise Maven de approval test dans mon code. Hop, comme ça, dans les dépendances, j'ajoute approval test, je recharge mon Maven et ça y est, à partir de ce moment-là, je peux utiliser approval test dans mon projet. Quand on fait du approval test, la partie den, on n'en a pas besoin. C'est approval test qui va le faire pour nous. Par contre, j'ai besoin de la partie given event. Et comme je fais du golden master, j'ai besoin des entrées. J'ai besoin de plein d'entrées pour pouvoir obtenir des sorties de mon système qui va construire mon master. Et à partir de ce moment-là, les prochaines fois que je lance mes tests, je vais tout simplement vérifier ces sorties, ces outputs avec mon master. Si ça correspond, c'est que j'ai pas créé de bug. Si ça correspond pas, ça veut dire que j'ai créé un bug, j'ai changé le comportement, je dois revenir en arrière. OK, donc j'ai besoin, on a dit des entrées. Donc, hop. Donc ça c'est candidate ID et ça c'est, je suis en train de les sortir. Ça c'est interview date. OK. Je vais tout simplement bouger ces deux lignes de code en haut de mes tests. OK. Faudra pas oublier d'enlever la vieille dépendance approval test, parce qu'on a deux du coup dans ton pomme. Oui, t'inquiète, ça va, il va le reconnaître. Il va le reconnaître. Voilà, donc ça c'est mes inputs. Donc ça c'est les inputs. Et la méthode que je veux utiliser, c'est combination app combi. Ah, tu avais raison peut-être. C'est cette méthode-là que je veux utiliser. OK. Voilà, je vais l'importer. Hop. OK. Oula. Allons voir cette méthode verify all combinations. Je vais vous montrer comment il est structuré. Je vais rentrer là-dedans. OK. Très bien. Prenons cette signature de méthode. Donc, on voit que toujours le premier paramètre, c'est une fonction. Et le deuxième paramètre, c'est un tableau de paramètres. Ce in1, ça correspond à le premier paramètre de ma fonction. Et puis, j'ai une sortie. Donc, cette signature, je vais l'utiliser quand j'ai une seule entrée et une seule sortie. Celui-là, je vais l'utiliser quand j'ai deux entrées et une seule sortie. À chaque fois, il y a une seule sortie. Celui-là, quand j'ai trois entrées, et ainsi de suite. Dans notre cas, on a l'identifiant du candidat, on a la date. Donc, on a bien deux entrées, donc deux tableaux
d'entrée. Et donc, c'est cette signature-là que je vais utiliser. Donc, je vais créer ma fonction. Donc, ma fonction, c'est cette partie given event. Hop. Allez, on va l'appeler. Je ne vais pas entrer dans le détail du nommage. On est dans le cas de l'exercice, donc on ne va pas vraiment donner beaucoup d'importance au nommage, mais dans la vie réelle, on va prendre notre temps pour bien nommer les choses. On voit bien que cette fonction getInterview a deux entrées en entrée. Et ici, je dois mettre une fonction. Donc 10, je vais mettre le nom, voilà, c'est getInterview. Et ensuite, comme vous avez vu, j'ai besoin de deux tableaux. Ici, ce n'est pas des tableaux, c'est un string et un local date. Je vais les transformer en tableaux. Okay. Donc, je vais mettre ici des accolades. Ici et là, j'ai oublié comment on appelle ça. Voilà. Je le ferme. J'arrive pas. Alors oui, effectivement, si on part en persan, ça marche pas. Donc c'est ça. Voilà. Donc j'ai transformé ces deux objets-là en comment il s'appelle, tableau de paramètres, donc candidate ID et interview date. Très bien. J'ai plus besoin de ça. J'ai plus besoin de mon then, comme je vous disais. Là, je vais faire un import statique pour que mon code soit un peu plus concis. Et ici aussi, je vais inliner le variable. Et ouais, bah ça, on peut le garder. Ça y est, j'ai écrit mon test. Donc, ce test-là, c'est exactement l'équivalent à l'autre test que j'ai supprimé tout à l'heure. Quand vous faites l'approval test, la première fois quand vous lancez les tests, le résultat, c'est toujours au rouge. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, j'ai lancé le test et vous allez voir ce qui se passe. J'ai installé cet outil WinMerge et Approval Test, il a l'intelligence d'aller chercher votre outil de merge automatiquement et vous l'ouvre. Vous allez voir, on a deux parties, donc Received et Approved. OK? Cette partie Approved, c'est la sortie. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on lance les tests. Donc, dans la partie Approved, c'est normal qu'on n'ait rien. Ce dont on a besoin, c'est de prendre ce dont on a reçu après l'exécution du programme et le mettre dans la partie Approved. Comme ça, on a un premier output de notre système. Donc, comment on lit ça? On dit en entrée, j'ai eu 1, 2, 3 et la date 20 février 2020. En fonction de ça, j'ai exécuté la méthode Plan Interview et j'ai obtenu un entretien entre un candidat qui s'appelle Alex, un recruteur qui s'appelle Marie, et la date de leur entretien, c'est 20 février 2021. Tout simplement, ce que je fais, c'est que grâce à ce bouton, je vais transférer tout ce que j'ai reçu côté Approved. Donc, je suis en train de construire, si vous voulez, mes outputs, les images de mon système et le comportement qu'on doit avoir en fonction de certains paramètres en entrée. Et vous pouvez constater aussi ici, Approval Test m'a créé deux fichiers, donc un fichier Approved, un fichier Received. Maintenant que le contenu de mon fichier Approved est identique à mon fichier Received, cette fois, si je lance le test, vous avez peut-être deviné, mon test il va devenir vert. Hop. Ça y est, mon test est vert. Et vous voyez, l'approval test, il supprime automatiquement le fichier received, il garde que le fichier approved. Ça veut dire mon output. OK?
Je peux lancer aussi le test avec la couverture pour voir si mon code est bien couvert ou pas. Allons dans la classe, plan interview. Donc il y a Oui. quelques sibylineux qui ont remonté que lui, il n'était pas bien fan de dépendre de données hard-codées dans les tests. Il Mhm, dit qu'on peut mhm. risque de tomber dans les meilleurs cas et pas parce qu'il y a des choses qui peuvent se cacher Alors, par ailleurs. il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Et c'est exactement le point que je voulais montrer en lançant les tests avec la couverture de test. Donc, vous voyez, avec un seul cas de test, j'ai couvert toutes mes lignes de code. Mais il faut jamais faire attention, il faut jamais faire confiance à cette couverture de test. C'est pas parce que tout est vert que j'ai des tests solides. Donc c'est là où on doit être imaginaire. Il faut qu'on fasse marcher notre imagination et soit en passant par un expert métier, soit par un QA, trouver tous les cas de test possibles et imaginables et passer le maximum de paramètres qu'on peut pour avoir le maximum de sécurité concernant nos tests. Là, c'est un peu simple pour moi. Donc, j'ai un candidat qui est 1, 2, 3, un candidat qui est 4, 5, 6. Oups. Qui est 4, 5, 6. Un candidat qui est 7, 8, 9. Oh là là. 7, 8, 9. Voilà, ça c'est les 3 candidats que j'ai. Et je peux ajouter d'autres paramètres. Je peux par exemple mettre nul. Je peux mettre un identifiant qui veut rien dire. Euh, et si maintenant je lance les tests, donc je vais relancer les tests, vous allez voir à nouveau mes tests vont être rouges. Pourquoi? Parce que j'ai ajouté des entrées, ok? J'ai augmenté mes inputs, donc forcément le fichier que je vais recevoir ne va pas correspondre à mon vieux fichier approved. C'est pour ça que ça va être rouge, mes tests. Hop, on lance ça. Et vous allez voir pourquoi on appelle ça une combinaison de paramètres. Là, par exemple, j'ai pris le 4, 5, 6 avec la date 20 février, ensuite 7, 8, 9, ensuite nul, ensuite bad ID. Et en fonction de chacun de ces entrées, j'ai reçu une sortie différente. Donc, je vais faire la même chose. Je vais mettre en phase mon fichier received et approved. Je vais enregistrer. Et là, cette fois, si je lance les tests, ça va être vert. Et pareil pour les dates, je vais faire la même chose. Par exemple, je vais mettre 21, 22, je vais mettre des dates un peu bizarres, genre l'année 3000, l'année 1900, et peut-être même passer un nul là-dedans. OK? Ou un 30 Et à février. nouveau, je vais relancer les tests. Tu avais une question? Il manque le 30 février. C'est vrai, c'est une bonne date celle-là. Et vous voyez, donc pour le client 1, 2, 3, il a lancé les tests pour le 21, 22, l'année 3000 et 1900 est nul. Il a obtenu des résultats différents et ainsi de suite. Donc, il combine, si vous voulez, pour vous, l'approval test, tous les cas possibles et imaginaires en fonction des inputs que vous lui donnez. Donc, pareil, je vais passer tout ça côté approved. Je relance les tests et tout ça, c'est vert. Et vous pouvez constater que ça prend 257 millisecondes à lancer autant de cas de tests. Je vais vous compter ça. Il a lancé 30 tests en 257 millisecondes. Quand je disais feedback rapide, ça veut dire ça. Et puis voilà, j'ai une seule ligne de code et j'ai un code qui est couvert par les tests. OK? Donc, tout simplement là, euh, je peux dire que j'ai fini l'étape numéro 1. Donc, et on commit ça.
Donc dans le chat, ça parlait aussi pour vérifier la qualité de nos tests de mutation testing. Toi, tu l'abordes ça ou pas du tout? Ou tu restes plutôt sur la combinatoire dans les inputs? Alors, mutation testing, c'est utile à partir du moment où vous ne le faites pas à la main. D'accord? Donc, si vous utilisez un outil de mutation testing, oui, je recommande tous les devs à faire ça parce que ça nous aide énormément sur la sécurité de nos tests. Ça nous aide à savoir si les tests qu'on a écrits, c'est des tests solides ou pas. Par contre, si vous devez vous amuser à modifier des paramètres dans votre code, à mettre, je ne sais pas, un égal à une supérieure égale, et puis lancer les tests, est-ce que le test il casse, ça prend du temps, c'est pas très efficace. Donc, pour ceux qui font du Java, vous pouvez faire du pit test que j'ai déjà utilisé, que j'utilise pour faire votre mutation testing. Alors, maintenant qu'on a fait la première étape, passons à la deuxième étape, qui est la mise en place du pattern sandwich. Alors, c'est quoi le pattern sandwich? Alors, imaginez que ça, c'est un burger, soit un burger végétarien, soit un burger vegan ou autre. L'idée, c'est de pousser à l'extrême haut et à l'extrême bas de votre code tous les états partagés de votre code. Ou shared state en anglais. C'est quoi un shared state? C'est une partie du code qui a une interaction avec le monde extérieur. Donc, son monde extérieur, ça peut être un fichier, ça peut être l'IHM, ça peut être une base de données. En gros, tous les side effects avec le monde extérieur, on va essayer de les pousser au maximum haut et au maximum bas. Et ce qui va rester au milieu, ça va être la partie délicieuse du sandwich, ça va être nos règles métiers, ça va être le business, le domaine et tout ça. Donc, on va faire cet exercice-là ensemble. Donc là, j'ai besoin de vous, je vais vous poser des questions et j'attends des réponses. Ça, c'est mon cas d'utilisation. Et la question que j'ai pour vous, est-ce que c'est un shared state ou pas? Shared. Est-ce que cette première ligne, est-ce que c'est un shared state? Oui ou non? Attends que ça dit oui au début. D'ailleurs, attendant que ça remonte un peu les réponses, tout le monde s'inquiète pour l'état de ta batterie, savoir si elle va tenir jusqu'à la fin du live. Ça y est. C'est Donc on a 2 oui et un non pour le moment, savoir si c'est un état partagé au niveau du candidate signed by ID. Alors, donc, oui ou non? On a deux oui et un non, donc on est à 2 tiers, un Oui tiers. et un non. Alors, c'est Ah, 3 difficile oui. à décider. Alors, ceux qui disent oui, j'aimerais bien savoir pourquoi oui. Et celui qui veut dire non, Voilà, pourquoi non. les oui commencent à l'emporter. Ah, Ok. Ok. M. Le Pingouin dit non. Bienvenue à toi. Alors, effectivement, c'est un oui. Pourquoi? Parce que regardez ce candidate. Ce candidate, c'est quoi? C'est un repository. D'accord? Et le repository, c'est la porte vers le monde extérieur. OK? On sort, si vous voulez, de la couche domaine avec, ce candidate. Donc ça, c'est un shared state et il est très bien placé. Il est déjà à l'extrême haut de ma méthode. OK? La même question. Cette deuxième ligne, est-ce que c'est un shared state ou pas? Ça part sur des non pour le moment. À 3, 4. Effectivement, c'est un non. Bah, tout simplement, on a un objet candidat, on appelle une propriété qui est les compétences, aucun aller-retour avec le monde extérieur, donc ce n'est pas un shared state.
Je pose la même question pour cette ligne-là. Donc la ligne 26-27. Est-ce que c'est un shared state? On avait une remarque concernant les candidate skills. Si c'était moi, si candidate, c'était un objet de l'ORM, fourni par l'ORM et moyen que ce soit partagé. Bah oui, ça serait partagé. Si c'était l'ERM, c'était partagé. Effectivement. Donc, c'est Alors parti. la ligne 26 et 27. C'est plutôt des oui il n'y a pas encore de non. Ok. Donc pour la même raison, oui, c'est oui. Et donc cette ligne-là, je vais le coller un maximum haut de mon code. Ok, je l'ai bougé. Donc je vais continuer. Est-ce que ces lignes-là sont des shared states? Pas du tout. C'est des règles métiers. Ce candidate skills, c'est des propriétés de mon objet candidat. Aucun aller-retour avec le monde extérieur. Ce n'est pas du shared state. Cette ligne-là, c'est juste la gestion d'une exception. Ce n'est pas un shared state. Est-ce que cette ligne-là est un shared state? La ligne 35. On a du oui. Oui. Donc pour la même raison, le recruteur, c'est une repository. Et donc cette ligne-là, je dois le coller au maximum bas de mon code. Il y Comme a ça. Romain qui me disait dans le chat qu'on pouvait voir aussi comme la base de données comme une énorme état global, Mhm. quelque chose de partagé entre tout le monde. Donc dès qu'on c'est forcément en shared, tout ce qui touche à la base de données, c'est partagé. Mhm. Oui, il a raison. Il a raison. Et ça y 42 est. c'est oui aussi. Ça y est, ça c'est le pattern sandwich. Très très facile à faire. Donc tous les états de lecture, je les ai collés en haut. Donc ça sera le pain qui est ici au-dessus. Tous les états d'écriture en bas, c'est ce pain qui est en bas. Et au milieu, tout ce qui reste, c'est la viande. OK? Et donc tout simplement, alors encore une fois, on a écrit les tests. Là, j'ai changé la structure de mon code. Je lance les tests. Est-ce que j'ai cassé quelque chose ou pas? Non, tout est vert. Donc c'est bon. Et là, toute cette partie viande, OK, je vais le sortir dans une méthode. Alors non, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que, OK, je vais faire comme ça. Je vais faire interview.get recruiter. Là, ça devrait être. Donc ça, hop, qu'est-ce qui se passe là? Euh, Ah oui, c'est ça qui pose problème. OK. Donc interview.get recruiter, je ne pouvais pas. OK, maintenant, normalement, je dois pouvoir sortir. Voilà. Donc ça, je le sors dans une méthode. Encore une fois, on ne va pas se débattre sur le nommage, on va laisser getInterview. Et vous pouvez voir cette méthode-là qui était un peu longue, et dans la vie réelle, c'est un peu plus long que ça. Là, on l'a mis à 23 à 31, à 6 lignes de code. OK? Et tout ça, c'est mon domaine métier. Je vais pouvoir les déplacer dans la couche domaine. Là, maintenant, tout de suite, on est dans quelle couche? On est dans la couche application. Donc, je vais, hop, ça, c'est un application service. Un application service, c'est là où on a le scénario de nos cas d'utilisation. Donc, ça, c'est le scénario de cas d'utilisation. Je vous donne un exemple. Le cas d'utilisation de retirer l'argent d'une banque. Dans mon application service, je vais voir des lignes de code sans règle métier. J'introduis ma carte dans la machine, j'insère le montant que je souhaite, je récupère ma carte, je mets mon mot de passe, je récupère ma carte, je récupère mon argent. 5 lignes de code.
Quand je mets 100 euros, je dois avoir plutôt des billets de 10 ou 100 ou 20. Ça, c'est une règle métier. Ça serait géré dans la couche plus basse. Si je mets 3 fois par erreur mon mot de passe, la carte doit être avalée, c'est quelque chose qui doit être géré plus bas dans mon code. Euh, tout ce que je retrouve dans Application Service, c'est des appels qui me dit étape par étape comment doit fonctionner mon cas d'utilisation. Donc ces règles métiers-là, c'est ce stream, c'est if else, c'est boucle for, c'est pas leur place ici. Leur place, c'est dans la couche modèle, ici, dans mes objets là. Sont là. OK. Maintenant qu'on a fait la deuxième étape, donc on a fait notre sandwich, on va aller hop, committer ça, parce qu'on a fini aussi la deuxième étape, ce qui est cool, et nos tests, ils passent toujours. Voilà. Passons à l'étape 3. OK. Donc, on aimerait que nos objets modèles, pardon, nos objets domaines soient des modèles riches et pas anémiques. OK. Tout à l'heure, on a parlé des modèles anémiques. Par exemple, l'objet candidat, c'est anémique. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de comportement. Il a que des getters et setters. OK. Hop, ça, j'en ai plus besoin. Donc, cette méthode getInterview, j'aimerais le placer dans ma classe interview. OK, donc tout simplement, hop. Alors, déjà, je vais le mettre en public. Et, hop, je vais aller dans la classe interview. Et je vais le mettre là. À partir de maintenant, ce n'est plus une classe anémique. Pourquoi? Parce qu'il contient un comportement que je viens de lui donner. Et là, ici, mon application service, il va appeler la classe interview. D'accord? Donc, new interview. Et voilà. Donc, tout simplement, j'ai déplacé une méthode dans une autre classe. Normalement, mes tests doivent passer. Ça passe. Cool. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, j'ai plein de façons de faire pour découper ça et le décomposer en différentes méthodes pour placer les méthodes à droite et à gauche. Allons faire ça. Donc ici, j'ai une règle métier qui concerne de savoir si les recruteurs, la compétence des recruteurs couvre les compétences de mon candidat. Donc, cette partie du code-là, je peux le sortir. OK. Je vais l'appeler can test. OK. Et je vais demander à IntelliJ, cette méthode can test, est-ce que je peux le mettre quelque part ailleurs? Donc, je fais F6 et IntelliJ, tout seul, comme un grand, il dit, en fait, je te propose de le mettre dans la classe recruteur. OK. On va le mettre dans la classe recruteur et on va voir ce que ça donne. Donc, je vais le mettre en haut de ma classe. Donc, un comportement, donc behavior, que je viens de mettre dans la classe recruteur. Donc, cette classe, elle n'est plus anémique non plus. D'accord? Maintenant, la classe recruteur contient des comportements. Et mon code, ça a donné quoi? Donc, dans la classe interview, regardez comment ce code, ça se lit bien. Available recruiter can test candidate skills. C'est pas mal, c'est beaucoup mieux qu'avant. OK, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Peut-être que cette exception-là aussi, je pourrais, non, je pourrais inliner cette partie-là aussi. OK. Et peut-être que cette partie de mon code aussi,
Faut le sortir. Pendant que tu refactores dans le chat, ça dit il y a Tlaop qui s'est dénoncé volontaire pour porter ton code en TypeScript. Reste à savoir si Ah, ça. avec plaisir. C'est le genre d'annonce que j'adore. Donc voilà, Merci beaucoup. Tlaop, on compte sur toi. Hein. C'est très, très gentil. Alors, pareil, je vais faire la même chose. Donc, cette partie du code, je l'ai sortie sur Get Recruiter. Je vais demander à IntelliJ, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire où je peux le mettre? Il me, pro- il me propose de le mettre dans le candidat. OK, je t'écoute. Hop, je vais le mettre en haut. Donc, encore une fois, on a ajouté du comportement à cette classe-là. Elle n'est plus anémique. Et encore une fois, on va regarder comment le code se lit. Donc, pour un candidat, je récupère un recruteur en fonction d'une liste de recruteurs et les compétences du candidat. Et les compétences du candidat, on l'a déjà dans la classe candidat, n'est-ce pas? Alors, à quoi bon d'utiliser ce paramètre? Je peux utiliser skills qui est là. Je vais lancer les tests quand même avant. Ça passe. Donc, je peux laisser skills ici. Je lance les tests. Ça passe. Alors, candidat skills, donc, je peux le supprimer. Donc, mon code, maintenant, c'est plus lisible. Il y a moins de paramètres. Candidat, on va l'appeler find recruiter, par exemple. Et manque. Candidate find recruiter among available recruiters. Pas mal. Je pense qu'on pourrait faire mieux. Ah oui, et ce candidat skills, pareil, j'en ai plus besoin. Je suis en train de simplifier mon code. Et c'est ça qu'on appelle refactoring. Et même ça, je pourrais le mettre dans un objet, pardon, dans une méthode qui me crée l'interview. Bref. Et ce travail de refactoring, vous pouvez le continuer à faire. Vous avez des tests, vous pouvez jouer avec ce code, vous pouvez le rendre meilleur. Tant que les tests sont verts, vous pouvez améliorer sa qualité. Bon, je suis assez satisfait pour une session de 2 heures de kata. Le refactor que j'ai fait, donc je vais m'arrêter là au niveau du refactoring à cette étape-là. Donc l'étape qui concernait à mettre les règles métiers dans les classes appropriées. Donc là, on a ces 3 classes-là, candidat, interview et recruteur, qui sont plus anémiques, qui contiennent des règles métiers, des comportements, et c'est bien tout ça. Donc je vais... Peut-être que tu peux montrer la différence avant-après dans l'interface de commit d'IntelliJ. Ça on voit un peu. Bien sûr. Alors donc, step 3. Après, dans le chat, on a des remarques un peu autour à quel moment on s'arrête un peu de refactorer. Donc, c'était, puisqu'il y a Colin qui demandait est-ce que tu veux encapsuler tes collections autour d'objets, dans les objets. Franchement, j'allais plus loin que ça. Enfin, genre, j'allais créer un constructeur interview, arrêter les setters ici. Euh, la règle c'est extract till you drop. Ça veut dire tu refactores, tu refactores, tu refactores jusqu'à un moment où tu peux plus refactorer, tu peux plus rien sortir, tu peux plus rien extraire de ton code. À ce moment-là, on dit que c'est la fin du refacto. Mais voilà, il n'y a pas vraiment des règles fixes. C'est en fonction de chacun, en fonction de chaque projet. Il y a plein de paramètres qui entrent en jeu en fait. Mais l'idée, c'est si on peut pousser jusqu'au bout. Voilà. Ça aussi, je vais faire comme ça. Voilà. Donc, passons à l'étape 4. Alors, donc, vous êtes en plein refacto, que votre chef vient vous voir et il vous dit, bah, il y a un nouveau feature
il faut s'assurer que les recruteurs sont réservés avant qu'on enregistre l'entretien. Ok, je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire au niveau du code. Qu'est-ce qu'il veut mon chef? Il me dit, cette réservation doit se faire absolument avant cette ligne de code-là, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc si je peux le bouger en haut, ça satisfait mon chef, mais il n'y a aucune garantie qu'un autre développeur ne vient pas faire ça. Et mon système continue à marcher toujours. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc vous allez voir, c'est donc ça s'appelle quelque chose qu'on appelle temporal coupling, donc couplage temporel. On veut forcer le code à s'exécuter dans un certain ordre. C'est quelque chose qui n'est pas bien. Le temporal coupling, en général, c'est quelque chose qu'on essaye d'éviter. Sauf que dans certaines situations, on en a besoin de temporal coupling. Par exemple, quand vous voulez enregistrer quelque chose dans une base de données, vous êtes obligé de d'abord ouvrir une connexion à la base de données, faire un comportement, faire un select ou un update ou quoi que ce soit, et puis à la fin, fermer la connexion. Donc ça aussi, c'est un temporal coupling. On doit exécuter les choses dans certains ordres, sinon ça ne marche pas. Et là, c'est exactement ce qu'on a ici. Notre chef, il nous demande de s'assurer que notre code s'exécute dans cet ordre-là. Alors, pour mettre en place le temporal coupling, on a deux solutions, ou peut-être plus, peut-être que vous connaissez d'autres solutions. La première solution, qui est la meilleure solution, c'est de passer par des tests. Donc, vous avez des librairies comme Mockito pour ceux qui font du Java, qui a une méthode qui s'appelle inOrder et qui assure que les choses se vérifient exactement dans l'ordre que vous voulez. Donc d'abord, c'est la méthode bookAvailability qui est exécutée et ensuite la méthode save. Donc exactement ce qu'on a là. Il y a une deuxième façon de faire et ça sera un autre choix parce que je veux vous montrer à quoi ressemble un Big Mac, un sandwich avec un pain au milieu. Et pour faire ça, ça se passera au niveau du code et pas au niveau du test. Donc, on va forcer la méthode bookAvailability de nous retourner quelque chose et ce quelque chose-là, on va l'utiliser dans la ligne suivante, ce qui va créer un couplage entre ces deux lignes-là et à partir de ce moment-là, on ne peut plus bouger les lignes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce bookAvailability, je vais lui dire retourne-moi un recruteur. Okay, donc, je change la signature. Là, on n'est plus en mode de refactoring. On est en train de changer le comportement du code. Ici, donc, ça sera un recruteur. Alors, lisons un petit peu cette méthode book availability. Donc, j'ai tous mes recruteurs. On va boucler là-dessus. On va trouver le recruteur qui nous intéresse grâce à son identifiant. Et ensuite, ce recruteur que j'ai trouvé, je supprime la disponibilité que j'ai passée ici en paramètre. OK? Donc, pour le retourner, maintenant, je dois faire un gymnastique. Donc, parmi les recruteurs, je dois faire un stream, je dois faire un filtre sur le recruteur qui a, donc si je mets un R ici, donc R.getRecruiterID equals appropriate recruiter.getID. Et ça, c'est quelque chose que je vais retourner. Ah oui. Ça sera un optional. Donc, je vais tout simplement faire un
find first. Puis un get. Bon, c'est du Java. Hop. Find first. Et le get. Ok, donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Je peux maintenant obtenir un retour de cette méthode-là, qui est le recruteur. Et ce recruteur-là, je peux l'utiliser dans cet objet interview qui est à la ligne 28 pour créer mon couplage. Ok, je lance quand même les tests. Normalement, j'ai rien cassé. Ça passe toujours. Ok, donc cette ligne de code, je vais la prendre et je suis obligé de le mettre dans get interview. Pourquoi? Parce que ce recruteur-là, j'aimerais que ce soit ce recruteur-là. Alors, juste 2 secondes. Ok, donc j'ai besoin aussi de mon repository recruiters. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, recruiters, repo, si. Pourquoi il ne le trouve pas? Voilà. Donc, on va l'appeler recruiters. Donc là, on peut appeler la méthode book availability. Ici, j'ai déjà le recruteur. Hop. Et sa disponibilité. Et donc, ce recruteur que j'obtiens, je vais l'utiliser ici. Donc, de telle manière, je ne peux pas bouger cette ligne-là ici. Ah, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais régler ce problème-là. Ok, ici, je vais passer recruiters et je reviens. Et donc là, normalement, mon couplage temporel, je l'ai fait. Ça veut dire que si je passe cette ligne-là là, mon code ne doit plus marcher. Là, ici, je lance les tests. Ok. Et si je bouge cette ligne-là ici, je lance les tests et les tests ne doivent pas fonctionner. Voilà, ça marche plus. Ok. Il y a une Donc loupe le qui nous couplage dit temporel. que c'est un champ de ton objet, normalement le. Oui, oui, parce qu'en fait, il va prendre ce recruteur-là. Tiens, on va juste changer le nom. On va l'appeler R. Ok. Donc là, je peux pas faire ça. Là, je peux pas faire ça. Voilà, mon code, ça sera rouge. Ça compile même plus. C'est ça qu'on appelle un couplage temporel. J'ai forcé cette méthode-là à me renvoyer quelque chose et cette quelque chose-là, je l'utilise dans la ligne suivante, ce qui fait que bah, forcément, je dépends, cette ligne-là dépend au niveau de l'exécution de cette ligne-là. Donc mon couplage temporel, il est là et j'ai satisfait la demande du client. Maintenant, j'aimerais que vous ouvrez vos micros ou vous utilisez le chat pour me dire quel problème on a introduit en faisant ça. Il y avait déjà une remarque plutôt auparavant de Romain qui disait que tu n'as pas l'infrastructure qui arrive dans nos domaines. Ah, bravo, on voit quelqu'un qui suit. Il y a une Donc, autre qui nous dit qu'on a un share state au milieu de notre code métier. bien joué, c'est tout à fait ça. Donc, ce share state, ce recruiter repository, on l'a passé dans notre couche modèle. Et ça, c'est absolument pas ce qu'on veut. Ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce que
ça met en cause la pureté de notre domaine. Qu'est-ce qu'on appelle un domaine modèle qui est pur? C'est un domaine, c'est une couche domaine qui ne dépend d'aucun source externe, donc les shared states, ou de framework. Donc, quand on parle par exemple de l'architecture hexagonale, on vous dit à l'intérieur de votre hexagone, vous n'avez pas droit d'utiliser par exemple les annotations Spring. Pourquoi? Parce que si vous faites ça, la pureté de votre domaine est en cause. La testabilité de votre système dépend à un framework. Le changement de framework va casser votre domaine. Donc, tout ça, c'est en lien avec la pureté de domaine. C'est pourquoi on ne doit pas avoir du shared state à l'intérieur de notre domaine. Deuxième condition qui va avec la première condition, c'est que its objects know only about primitive or other domain objects. Encore une fois, soit à l'intérieur de ma couche domaine, ici, dans ce package-là, je dois travailler uniquement avec les autres objets de domaine ou des types primitifs. OK? Et là, ce n'est pas le cas. Le Creator Repository, il vient de l'extérieur. Enfin, son implémentation, il est de l'extérieur. C'est son implémentation qui compte. De cette couche-là, et ça, on ne le veut pas. OK. Alors, pour ça, quelle est la solution? Ici, on a un schéma d'une architecture, OK, composée de plusieurs couches. Donc, la première couche, c'est la couche exposition. Ça correspond à ce package-là que vous voyez qui est vide. Ensuite, on a la couche application qui est ce package use case. Dans la couche application, vous mettez tous les cas d'utilisation de votre système. OK, donc là, c'est le cas Plan Interview, c'est un cas d'utilisation, donc il est bien placé dans la couche application service. Et c'est aussi une classe qui peut avoir des interactions avec le monde externe. C'est pour ça que ici, dans la classe Plan Interview, justement, on y injecte des repositories du monde externe. Donc, c'est sa responsabilité et c'est très bien. À partir de ce cercle rouge, on entre dans notre modèle. D'accord? Dans notre modèle, on a différents types d'objets. On a des repositories qu'on a vus ensemble. On a des factories. Dans le cas où la création d'un objet est complexe, on les cachera derrière les factories. Et on a aussi des objets domaine service. Les domaines services, comme vous pouvez voir, ils sont en dehors de ce cercle violet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les repositories, les factories et les domaines services, comme application service, ont le droit de ne pas être purs. Donc, la partie violet, c'est pure part of domain model. Et la partie rouge, la partie qui est entre cette ligne rouge et cette ligne violet, ce sont des objets qui ont le droit, ce sont des objets domaine, mais ils ont le droit d'avoir des interactions avec le monde extérieur. Okay? Ce qui est important, c'est que cette partie violet soit testable, soit facilement testable sans qu'on dépende de quoi que ce soit. Donc, une solution que je pourrais envisager, c'est de créer un domaine service, d'accord? Et ce shared state que j'ai introduit dans ce cercle violet, je le sors. Je vais le mettre dans un domaine service. Vous me dites si c'est pas clair ce que j'ai expliqué. Les gens ne sont pas trop rares. Ça parle de est-ce que on peut autoriser les mutations dans les agrégats ou nos entités métiers? Alors, le seul objet qui n'est pas mutable, c'est le value object. Et les domain events. Les entités et les agrégats, alors si ton agrégat est de type entity, oui, tu peux les muter. Et domaine service, en général, il exécute certaines règles métiers très précis qu'on ne peut pas forcément mettre dans des entités ou des value objects. Ou on est dans le cas où je suis en train de vous présenter, on a un shared state
on veut le mettre quelque part, on doit quand même le garder dans la couche domaine. Et bah, on va passer, par exemple, par un domaine service. OK, on va faire ça. Donc, ce recruteur, ce truc-là, ou allez, cette méthode-là, je vais créer un service. Hop. Donc, je vais l'appeler interview service. Encore une fois, je ne donne pas beaucoup de nommage à ce stade-là. Et cette méthode-là, hop, je la sors, je la mets dans mon service. Donc là, ça, c'est un domain service. OK? Et bah, tout simplement, au lieu d'appeler interview, je vais appeler interview service. Ici, j'ai passé à l'intérieur de mon domaine service cet objet qui est un objet de repository. Et vu qu'on est en dehors de ce cercle violet, tout va bien, c'est pas grave. On peut lancer les tests. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va casser. Oh non. Ok, bah, c'est mon IntelliJ qui était un petit peu en retard. Ok. Donc voilà, on a fait aussi l'étape 5. Donc On avait une on a question, toujours un domaine. tout ce qui est transactions SQL, est-ce qu'on les gère dans une domaine service ou une couche plus haute, on va dire? Alors, c'est en dehors de votre système, c'est dans ce package infra. J'aurais très bien pu, ces implémentations de mes repositories, j'aurais pu les mettre dans la couche infra. Ok, c'est toutes les implémentations des abstractions qui séparent votre système actuel du monde extérieur, des implémentations MongoDB, des implémentations Oracle, de la tuyauterie de votre Kafka. Vos mappers, ils se trouvent tous dans ce package infra. Tout ce qui est technique, en gros, on va le mettre dans infra. Tout ce qui est domaine, on va le garder dans la couche modèle et use case. Et exposition, c'est votre contrôleur, c'est le point d'entrée de votre système. Et une autre question qui remontait par rapport au TDO, qui demandait est-ce qu'on pouvait représenter les couplages temporels par une machine à état? Alors, en général, les états sont gérés par des objets qui sont des entities. Ok, je vous donne un exemple. Un colis que vous envoyez, le colis, son état change dans le temps. Il est expédié, il est en cours d'expédition, il a été retourné ou il a été accepté. Bref. Et c'est pour ça que les entités aussi, ils peuvent pas être, on doit pouvoir les muter. Ils sont mutables, pas immutables comme des value objets. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de changer leur état. En général, moi perso, gère les états à l'intérieur des entités. Donc, Et il y avait une autre question il y a quelques temps. C'est quoi ton logiciel d'interface Git là? c'est Git Extension. Donc, c'est très visuel, je l'adore. Ça me facilite énormément les commandes Git parce qu'il me fait les bons commandes Git. J'ai pas besoin de chercher. Je vais 10 fois plus vite qu'en ligne de code avec cet outil. Je le recommande. Ok, et step 5, on l'a fini aussi. Mais selon vous, cette modification qu'on a fait, ce domaine service qu'on a mis là, est-ce que ça nous a vraiment aidé? Vous en pensez quoi? Vous êtes satisfait ou pas? C'est mitigé pour le moment les retours. Bah oui, bah moi aussi je suis mitigé. Donc j'aimerais avoir les gens s'exprimer. Pourquoi ils sont d'accord ou pas d'accord? En quoi ils sont d'accord? En quoi ça s'est amélioré les choses et en quoi ça s'est toujours pas amélioré les choses?
Il dit retour qu'il y a un peu trop de fichiers, au d'un moment on s'en sort plus. Les services me laissent au mieux dubitatif. Le domaine n'est pas stable. Mhm. Alors, je vais vous dire ce que moi j'en pense. On a réglé un souci. Le souci, c'était la classe interview était difficilement testable, d'accord? Maintenant, il est plus facilement testable. Aussi, les classes recruteurs et candidats qu'il allait appeler. Par contre, alors, on l'a rendu anémique à nouveau. Ça, c'est pas bien. Euh, et euh, euh, j'ai encore cette dépendance-là, même si je l'ai mis dans un domaine service, j'ai quand même cette dépendance-là qui me dérange, qui me dérange. Et je vais vous dire pourquoi euh, c'est dérangeant et comment on pourrait gérer ça. On va parler d'un domaine modèle qui est complète. Donc jusque-là, on a parlé de la pureté de la domaine modèle, le fait qu'on ne doit pas avoir des éléments externes à l'intérieur de notre couche domaine. Maintenant, je vais vous parler de la complétude de votre domaine modèle. Ça veut dire quoi, un domaine modèle qui est complète? Ça veut dire que toutes les règles métiers se trouvent dans la couche domaine, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans notre code. Et c'est ça qui pose problème. Donc, l'étape numéro 6, allons trouver les règles métiers qui sont un petit peu éparpillées dans différentes couches de notre système et rassemblons toutes les règles métiers à un seul endroit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait où se cachent ces règles métiers dont je vous parle? Cactus libidineux qui me dit pas moi. Bon, ça, Dans c'est la le question dossier de difficile. Recruiter Repository, Ah, bien joué, New qui dit bien joué. qui cherche les règles métiers, peut-être Exactement. Les sur règles la métiers sont création plantées ici. d'interview. Les règles métiers sont là. Ici, on a une règle métier. Le fait de vérifier la disponibilité des recruteurs. Trouver les recruteurs disponibles. Ça, c'est une règle métier qui est cachée ici. Ici, la ligne 28, c'est une règle métier. Le fait de supprimer la disponibilité des recruteurs quand on veut les booker, c'est aussi une règle métier. Sa place n'est pas ici. On est où? On est dans la couche infra. On est ici. D'accord? Ok. Bah, du coup, ce que je vais faire, je vais prendre euh, ce code-là. Je vais aller voir où cette méthode a été utilisée. Bah, c'est utilisé ici. Ok. Je vais commenter cette ligne-là et je vais copier-coller. Hop, le code ici. Donc, vous voyez, je suis en train de rassembler mon code à un seul endroit. Toutes les règles métiers. Euh, Ici, j'ai besoin d'une méthode qui me trouve tous les recruteurs. Donc, j'ai besoin d'une méthode qui s'appelle find all recruiters. OK? Hop. Allez, je vais créer cette méthode-là. Donc, ça me retourne une liste de recruteurs. OK? Et son implémentation, tout simplement, hop, implémente la méthode. Tout simplement, je retourne quoi? Je retourne le recruteur. Voilà. Hop, ça y est, mon code il est rouge. Donc ici, j'ai la liste de tous les recruteurs. On va créer une variable pour ça. Donc j'ai, pour faire notre sandwich, quoi. Euh, donc là, j'ai tous les recruteurs.
je filtre sur les recruteurs qui sont disponibles à une certaine date. Ça me crée une liste de recruteurs que je passe dans cette classe Get Interview. Je lance les tests, normalement ça doit marcher. Et ça marche. Donc, vous voyez bien, maintenant, je peux supprimer cette méthode dans ma repository, ce qui est très bien. Donc, ça colle exactement à notre objectif qui était de rassembler toutes les règles métiers au même endroit, dans la couche domaine. Bon, il y en a qui vont dire on n'est pas tout à fait dans la couche domaine et ils ont raison, mais c'est pas fini. Ok, deuxième chose, on a dit c'est cette ligne-là. Ça aussi, c'est une règle métier. Donc, je vais le copier. Je vais voir où Book Availability a été utilisé. C'est utilisé ici. Je le mets en commentaire. Et hop, je le colle ici. Pareil, je vais avoir besoin de tous les recruteurs. On remonte une question un peu technique là. Ça parle de l'implémentation. Ça demande si l'implémentation de Find Recruiter by Availability existe dans le package de test et dans le code de prod, elle sera fournie en runtime. Oui, alors normalement, donc, si on était dans le cas de code de prod, ces classes-là, Fake Candidate, Interview et Recruteur, étaient des vraies implémentations de mes repositories et c'était dans la couche infra. D'accord? Là, on est un petit peu... on est dans le cas d'un exercice, donc je les ai gardés côté test. Mais oui, normalement, vous devez retrouver les mêmes choses côté infra. Donc ici, c'est ce appropriate recruiter que j'ai trouvé sur qui je veux supprimer la disponibilité. Donc tout simplement, hop, je fais ça. Pourquoi c'est rouge? Ah oui, donc ici aussi, ça sera un... Alors, Après, il y a certains sont en train de tiquer sur le fait que on remonte dans le domaine toute la liste des recruteurs, puis après on la tripatouille par la suite. Alors, ils sont malins parce que ils sont en train de deviner la suite de l'exercice. Donc attendez un petit peu, on va y arriver. Ah, ils sont trop pressés, c'est les locaux de l'étape, toujours prompts à la critique. Alors, je vais donc là donc encore une fois, là normalement ce book availability, il n'est plus utilisé. Normalement, alors je vais lancer les tests. Normalement, tout doit fonctionner. C'est vert. Et si je supprime ça, pareil, ça doit fonctionner. Ah oui, oui. Donc ça, j'en ai plus besoin non plus. Hop, je lance les tests. Et c'est vert. Donc, l'étape 6, on l'a fait aussi. On a rassemblé toutes les règles métiers au même endroit dans notre code. Hop. Ça, je nettoie. Cette partie-là, on est dans l'application service. Je ne veux pas qu'on soit dans l'application service. Donc, je fais descendre ça ici. Voilà. Donc, hop. Alors, juste 2 secondes. Je pense que je me suis Par contre, je pense que ce sera le dernier refactoring, celui-là. Ça derrière, après, on ouais, faire un très trop rapide. Le rôti et la pub. On va y arriver. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ce recruteur,
j'en ai plus besoin. OK? Le fait que j'ai amené toutes les règles métiers au même endroit, j'ai plus besoin de ce share state. Je peux le supprimer. Et voire j'ai plus besoin de mon domaine service, donc je peux le ramener, hop, dans la même classe interview qui était là. OK? Donc ici, interview, voilà. Et ça, je peux le mettre, get recruiters, hop, dans une méthode de mon choix. Euh, on pourrait par exemple le placer. J'aurais bien aimé de le mettre à l'intérieur de Get Interview. Et comme on n'a plus le temps, je ne vais pas continuer le refacto. Je vais revenir sur le point que vous avez soulevé. Donc, ça, c'est l'étape numéro 6. Je vais juste le comité. Et on va arriver à la conclusion. Nickel. Donc, il y a un truc qui s'est mal passé, vous l'avez deviné. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que en fonction de ça, effectivement, on a un domaine modèle qui est pur, on a un domaine modèle qui est complète, mais je suis en train de charger tous les recruteurs. Imaginez, vous avez 1 million de recruteurs. Vous êtes en train de charger tout ça à l'intérieur de votre domaine pour faire des traitements. OK? Et ça pourrait affecter la performance de votre système. Donc, ce n'est pas forcément non plus quelque chose qui peut être tolérable. Ça peut être tolérable, ça peut ne pas être tolérable. OK? Et c'est là où on arrive à la conclusion de notre kata. C'est ce beau schéma que Vladimir Proikov il a mis dans son blog. C'est que pour modéliser votre domaine, vous devez prendre en compte 3 caractéristiques. La complétude de votre domaine, donc le fait que toutes les règles métiers sont à l'intérieur de la couche domaine, la pureté de votre domaine, le fait qu'on ne doit pas avoir des éléments externes, le framework, des librairies, enfin, pas trop des librairies, à l'intérieur de la couche domaine, et aussi la performance. Et vous ne pouvez pas avoir les 3 en même temps. C'est ça la conclusion de ce kata-là. Vous devez toujours choisir 2 parmi ces 3 caractéristiques. Là, aujourd'hui, on est dans le cas de pattern sandwich, donc pushing all external reads and writes to the edge of the business operation. Coller en haut et en bas de notre système tous les lectures et écritures externes. Et ce qui reste au milieu, c'est notre domaine. Dans notre exercice, on a pris ces 2 caractéristiques-là et on est arrivé à ici. Il y a d'autres cas où la performance est importante pour vous. Donc, à ce moment-là, il va falloir choisir entre la pureté ou la complétude. Ce que je vous conseille, c'est toujours partir plutôt sur la pureté que la complétude de modèle, parce que ça vous donne un code qui est plus facilement testable. Donc, encore une fois, la conclusion, c'est que le pattern sandwich, ça vous aide à avoir un domaine modèle qui est pur et complète, mais c'est en aucun cas un modèle qui est performant. Donc, si vous cherchez la performance, ce n'est pas le pattern sandwich qui va pouvoir vous aider. Est-ce que vous avez des questions? En tout cas, ouais, je pense qu'on a eu pas mal de questions en cours de chemin. Je pense qu'il y en aura encore plein, mais pendant l'after. En tout cas, c'est. Je sais pas si tu comptes rester après sur le Discord, mais en tout cas, on va changer de salle, Je comme peux ça tout le rester, monde pourra nous rejoindre. je peux encore rester un petit peu. Donc voilà, donc en tout cas, merci pour ta présentation. C'était top. Moi, j'avais déjà vu auparavant, c'est pour ça que je t'ai demandé de la refaire, parce que j'avais bien aimé.
Donc d'autres coéquipiers qui étaient venus à un précédent événement l'avaient vu aussi il y a quelques jours et ils avaient apprécié. Donc je sais pas si tu es dans le live ce soir, donc peut-être qu'il y aura sur le replay sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc dans le chat, on va vous demander de faire un rôti. Le rôti, c'est le retour le temps investi pour ces 2 heures avec nous. Donc à 5, vous avez passé le meilleur moment de votre vie, vous n'aurez pas pu faire autre chose. Et 1, pourquoi vous êtes encore là? Vous n'avez rien payé, rien ne se passe, tout va bien. Bon, vous n'êtes pas obligé d'être poli. Je vais venir aussi. Du coup, je vais arrêter le partage. Voilà, donc comme je disais, ça va parler de la pub, parce que nous sommes les crafters de Lyon, on organise un événement par semaine depuis le début du confinement, donc c'est une communauté bien vivante. Donc chaque mois, on essaie de faire 2 coding dojo, un le soir, un le midi. Également, après, selon les cas, des talks comme ce soir, des soirées DDD avec des thématiques. Là, ce mois-ci, on a fait des agrégats, on a modélisé des agrégats pour mieux les découper. Donc, normalement, mes coéquipiers de l'organisation qui sont parmi dans le chat ont annoncé